3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va ce mercredi ? Ce mercredi, vous avez l'habitude sur ma chaîne, qui est synonyme de best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Mais avant de vous parler du sujet du jour, il faut que je vous parle du sponsor du jour, TheBet. Vous avez l'habitude maintenant que j'en parle sur ma chaîne. De toute façon, vous les voyez partout, avec Omar Da Fonseca, qui est l'ambassadeur du foot, avec De Piello, qui est l'ambassadeur de la Formule 1. J'ai la fierté, moi, le 6e homme, d'être chez eux, l'ambassadeur de la NBA. Et franchement, c'est cool. TheBet, c'est un site qui non seulement est sérieux, mais qui est aussi très quali, qui est user-friendly, où on se retrouve très facilement. Et sur l'application, c'est pareil, avec des spécialistes à chaque fois qui vous font des cotes super pour parier tous les soirs. Et oui, parce que c'est l'avantage avec la NBA, vu que ça ne s'arrête jamais, tous les jours, tous les soirs, il y a moyen de se faire plaisir avec une belle cote dans les paris sportifs. Perso, là, ce week-end, par exemple, j'avais pronostiqué la victoire des Knicks à l'extérieur, chez les Lakers. Pour me faire un petit kiff, j'ai misé quelques euros, histoire de donner un petit peu de piment pour le match. Pour moi, c'est comme ça, de toute façon, qu'il faut envisager les paris sportifs. J'étais content, ça m'a fait un x2, et ça m'a permis de suivre le match avec beaucoup plus d'intérêt. Alors si vous aussi vous voulez vous amuser avec ça, je vous donne rendez-vous sur TheBet. Et avec le code promo le 6e homme, en plus de ça, vous pourrez obtenir jusqu'à 100 € en free bet, en doublant votre première mise. Un truc de ouf quand même. Si vous cumulez ça avec ce côté gamification qui vous permet là encore de gagner d'autres free bets avec votre fidélité, ça permet vraiment d'avoir tout plein de cadeaux chez eux. C'est assez énorme. Par contre, rappelez-vous d'une chose qui est essentielle, et j'y tiens, les paris sont interdits aux mineurs et il ne faut miser que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Rappelez-vous ce que j'ai fait ce week-end pour le match entre les Lakers et les Knicks, ça doit rester un plaisir. Alors maintenant que vous avez bien gardé tout ça en tête, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous souhaite une très très bonne chance avec mes pronostics que vous pouvez retrouver tous les dimanches sur Instagram avec TheBet. Good luck, my friends. Mais bref, revenons au sujet du jour qui va concerner les joueurs que j'attends le plus pour cette fin de saison, ce que j'appelle les expected players. De toute façon, le concept, je vous l'explique juste après, et je vous explique aussi comment je les ai choisis. Alors on y va, on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Quels sont les joueurs en NBA que j'attends le plus pour cette fin d'exercice et pour les playoffs ? Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va parler des joueurs que j'attends le plus pour cette fin de saison et pour les playoffs. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la saison régulière en NBA, il reste environ une quinzaine de matchs, une petite quinzaine de matchs. Donc il y a beaucoup d'équipes, mais aussi beaucoup de joueurs qui vont jouer gros forcément, que ce soit pour confirmer, ou que ce soit parce que jusque-là ils ont déçu, et c'est un petit peu la dernière ligne droite et les derniers moments pour se rattraper. C'est ce que je dis, il y en a certains qui doivent vraiment confirmer une bonne campagne, et d'autres qui doivent montrer qu'ils peuvent remonter la pente après avoir déçu depuis le début de la saison. Et puis il y en a aussi qui sont attendus au tournant parce qu'ils vont avoir aussi une espèce de grosse pression, il va falloir tenir bon, il va falloir s'accrocher et même rester en bonne santé pour certains, parce que pour certains, c'est vrai, dont le niveau n'est plus à prouver, l'objectif il va être là, ça va être arriver en forme au moment des playoffs pour essayer de tout péter. Et quand on pense à certains joueurs qui actuellement sont blessés ou d'autres joueurs qui ont eu l'habitude d'être blessés pendant les playoffs, oui, il y a plein de joueurs, il y en a pas que 6 en vrai, j'ai eu du mal à faire mes sélections, mais plein de joueurs qui jouent gros sur cette fin de saison et que j'attends fort, et qui jouent et même sur les playoffs d'ailleurs. Et en vrai, moi j'aime bien parce que en fait, ce moment-là de la saison, je sais que beaucoup s'en lassent, et moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que beaucoup de ces gars-là vont être scrutés de près. S'ils arrivent vraiment à remonter la pente, on gardera un bon souvenir d'eux et on oubliera tout ce qui s'est passé avant, tous les moments où ils ont déçu. Alors que si c'est pareil, voire pire, on gardera une très mauvaise image. Et ce qui est cool, c'est que ces joueurs qui sont attendus, comme j'expliquais avant, quasiment à chaque fois, c'est pour des raisons différentes. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter les 6 que j'attends le plus, afin que vous votiez, vous, ceux en quels vous croyez le plus, ceux pour lesquels vous avez le plus d'attentes, donc, et en tout cas, moi c'est ce que je me dis, celui auquel vous croyez le plus par rapport aux attentes, ce sera celui qui est le plus attendu et qui aura le plus la pression. Donc les sondages vont concerner ça. Donc moi, mes 6, ça a été forcément une sélection très personnelle, qui est forcément subjective, elle m'appartient, parce que les attentes sont pas les mêmes pour tout le monde, donc ça va concerner mes attentes. Évidemment, on aurait tous des listes différentes, mais c'est comme ça, en tout cas, moi j'ai fait cette sélection qui est assez arbitraire. Néanmoins, sachez qu'il y a des joueurs, attention spoiler, que j'ai décidé de pas mettre parce que pour moi il y avait trop d'incertitudes. Par exemple, un Ja Morant, je pouvais l'attendre par exemple, mais entre ces histoires d'armes à feu qui sont pas réglées et on connaît pas la durée de son absence, j'ai du mal à savoir si j'attends encore beaucoup de lui pour cette saison ou si c'est plutôt pour la saison prochaine. On a un Kevin Durant aussi qui s'est blessé en se faisant la cheville. Bon, là aujourd'hui on a appris que si c'était les playoffs aujourd'hui il pourrait jouer, mais c'est pareil, je connais pas vraiment la gravité de sa blessure, je connais pas sa date de retour, et puis même
si bien sûr il vient d'arriver à Phoenix et qu'il pourrait y avoir pas mal d'attentes sur lui, moi pour l'instant j'ai trop d'incertitudes par rapport à sa blessure pour l'avoir mis dans ma liste. En tout cas, il était dans ma pré-liste un petit peu, mais je l'ai cut en raison de ces incertitudes. Parce que ces deux gars, vraiment, que ce soit Morant ou Durant, je sais pas trop quoi attendre de leur part, donc voilà pourquoi je les ai pas mis. J'aurais pu également parler de Joel Embiid, j'ai vraiment hésité. Lui, on attend que enfin, et j'ai l'impression que c'est jamais arrivé dans sa carrière. L'année dernière, on se rappelle qu'il a fait les playoffs avec un ligament du pouce qui était rompu, et après le coup avec Pascal Siakam, il a continué avec une fracture du plancher orbital. Donc on pourrait aussi attendre beaucoup de lui en se disant... Enfin, il faut qu'il soit à 100% et en bonne santé, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mais vu qu'au niveau des perfs, cette saison, il a jamais trop déçu, que l'année dernière non plus, et qu'en play-off, globalement, même si sa série face au Heat était pas bonne, mais on va l'excuser parce qu'il était à peu près blessé, je l'ai aussi retiré de ma liste, même si j'aurais aimé parler de lui et que lui aussi faisait partie de mes prélistes. Petite précision aussi que j'ai oublié de dire pendant le live, et je spoil là encore, mais dans ma liste aujourd'hui, il n'y aura pas de James Harden, même s'il était dans ma préliste. C'est un choix vraiment volontaire, même si j'attends énormément de lui et qu'il aurait pu carrément avoir une place dans les 6, vu que j'ai fait une grosse vidéo qui le concernait il y a un petit peu plus de 2 semaines, dans laquelle j'exprimais un petit peu toute ma vision au sujet de son jeu, de ce qu'il peut faire cette saison, et dans laquelle j'exprimais également toutes mes attentes. Je n'ai pas voulu me répéter, je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant de parler d'autres joueurs. Donc voilà, pas de James Harden aujourd'hui, et maintenant vous savez pourquoi. Donc en vrai, vous l'avez compris, avec tous ces absents, je pourrais en citer d'autres encore, mais on va pas y passer des heures. Ça a été très 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 compliqué de faire cette liste restreinte de 6 joueurs, parce que vraiment j'ai des attentes sur tout un paquet de joueurs, mais bon voilà, le cut, j'ai réussi à le faire, j'ai fait des choix, il a fallu le faire, et ma sélection, je vais vous la présenter dès maintenant en classant les joueurs par ordre alphabétique de leur nom de famille. Le premier que je vous présente, c'est Jimmy Butler. On se rappelle, l'année dernière, Miami, ils sont passés à une possession, limite, et un 3 points raté de Jimmy Butler, si je me remémore bien, de se qualifier en finale NBA face à Boston, parce qu'ils ont échoué face à Boston en finale de conférence, pour la 2e fois en 3 ans, ce qui aurait quand même été assez fou. Et après une telle déconvenue, la seule chose qu'on pouvait attendre de la part du Heat et de la part de Jimmy Butler, c'était de les voir revenir morts de faim avec justement un Jimmy revanchard, comme on le connaît, qui allait encore avoir plus envie, qui allait encore plus tout exploser, pour profiter, parce qu'il vieillit, Jimmy Butler, de l'une de ses dernières saisons, pour s'offrir une dernière chance de titre ou de gros parcours avant la retraite. En tout cas, moi, cette saison, j'attendais énormément de choses de lui. Maintenant, si on regarde ses stats, que je vous ai affichés, j'ai pas grand chose à reprocher à l'ailier. Ses chiffres, il les fait, il score un petit peu plus même que l'année dernière, il prend plus de rebonds, il perd moins de ballons, il est plus adroit, et même s'il shoot pas non plus énormément à 3 points et que ça restera pas un sniper, il a même fait une belle progression sur ses pourcentages à 3 points. Parce que voilà, un Butler qui shoot à 33% à 3 points, mine de rien en carrière, c'est... Alors exceptionnel, j'abuse peut-être un peu, mais c'est assez unique en tout cas. Et pourtant, malgré ces chiffres qui sont bons, malgré ces chiffres qui sont en augmentation, je suis déçu globalement de ce qu'a montré Jimmy Butler jusque-là cette saison. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'attitude, j'ai l'impression qu'il s'affiche plus totalement comme le leader qu'il était les années d'avant, qui peut vraiment porter son équipe vers les sommets, ou en tout cas jusqu'en finale NBA comme il l'a fait en 2020 dans la bulle. Butler, de toute façon, ce qui est clair, c'est que ça n'a jamais été un joueur de chiffres. Qu'il fasse ses chiffres ou pas, pour moi, quand on évalue son niveau de jeu, il faut aller au-delà de ça. Pour moi, Butler, c'est plutôt un joueur, si tu veux juger de son niveau, tu vas essayer d'évaluer son impact. Tu vas essayer d'évaluer comment il peut transformer sa franchise un peu, grâce à sa science du jeu, grâce à sa présence, et grâce à son agressivité sur le terrain. Grâce à son leadership, bien sûr, et grâce à comment il arrive aussi à ramener toute son équipe dans son sillage. Et aujourd'hui, tous ces traits-là, je les vois plus beaucoup. Enfin, ouais, alors j'allais dire je les vois plus du tout. Non, c'est faux, je les vois toujours un peu, mais quoi qu'il en soit, je les vois beaucoup moins. Et Jimmy Butler, je l'ai déjà vu beaucoup plus performant dans ces secteurs-là. Comme si en fait, actuellement, et puis je peux le comprendre, c'est long, une saison régulière de 82 matchs, surtout quand t'as pas mal de saisons dans ton bagage et à ton actif, comme s'il éprouvait une certaine lassitude, à l'égard de la saison régulière. Et comme s'il attendait juste les playoffs pour retrouver son meilleur niveau, parce qu'on le sait, en playoffs, ça peut être un tueur, Jimmy Butler. Sauf que là, on le voit, en saison... en ce moment, son irrégularité est vraiment présente. Et je trouve que ça fait mal à Miami. Alors oui, il a connu quelques pépins physiques dans la saison qui peuvent servir d'excuses, mais moi ça me suffit pas pour tout pardonner. Clairement, c'est un joueur qui peut toujours atteindre les 30 points de temps en temps quand il arrive mort de faim et qu'il est clutch, quand il a envie de tout démolir, comme c'était le cas à Philadelphie il y a 10 ou 15 jours. Là, ça se sentait, il était face à son ancienne équipe, il a senti l'odeur du sang, il a mis un magnifique up and under qui était super clutch, il a été aussi à l'origine de tout un tas d'actions qui ont réussi à faire gagner le Heat à l'extérieur, à Philadelphie, et on sent que cette victoire, elle lui tenait à cœur, mais le problème, c'est qu'au milieu de ce genre de perfs qui sont toujours aussi cool, aussi chouettes à regarder, il y a aussi beaucoup de matchs où t'as l'impression,
j'exagère un peu, mais l'impression qu'il s'en fout, ou au moins qu'il est pas très impliqué, où il va marquer 12, 15 points, pas plus, il va pas trop forcer, comme s'il s'économisait un peu importe finalement le résultat du match. J'exagère quand je dis ça, parce que bien sûr ça reste un winner, mais moi j'ai l'impression qu'il arrive plus à tout donner tous les soirs, comme il pouvait le faire avant sur une saison de 82 matchs. Et résultat, il y a bien eu un All-Star cette saison à Miami, mais ça n'a pas été Jimmy Butler, alors que c'est quand même censé être le go-to guy, ça a été Bam Adebayo. Et pire encore, le Heat, qui vraiment devait être l'une des grosses forces de la conférence Est, aujourd'hui, ils sont en train de galérer au classement. On a Kyle Lowry qui vient de revenir, bien sûr, qui a manqué un nombre de matchs qui est gigantesque, et puis son âge qui avance aussi. Ça aide pas. On a eu l'absence d'intérieur pendant longtemps pour relayer Adebayo, et puis les difficultés d'adaptation de Kevin Love qui est ensuite arrivé, ça non plus, ça a pas aidé. Même si je trouve que l'arrivée de Cody Zeller, finalement, c'est une bonne chose et qu'elle est assez sous-cotée. Mais désolé, moi, si je fais le bilan concernant Miami, je trouve que être en lutte pour le play-in pour une équipe comme le Heat, là, quelles que soient les excuses, c'est quasiment inacceptable en fait. Moi j'ai l'impression quand je regarde cette équipe jouer que je vois tout le monde frustré. Butler l'a dit lui-même, il est fatigué de perdre. Et dernièrement, là, au mois de mars, ce que montre l'équipe, c'est loin d'être convaincant. Ils n'arrivent même pas à remonter sur Brooklyn, par exemple, alors que Brooklyn, en ce moment, enfin en tout cas depuis la deadline, ils se sont complètement déplumés. Et là, c'est même pas sûr qu'ils arrivent à choper la 5e place, par exemple, derrière, ou la 6e place, en tout cas. Par exemple, la 6e place derrière le Knicks, en tout cas, passer devant Brooklyn. Et tout ça, ça donne cette impression que la lassitude de Butler, elle commence à déteindre un peu sur toute l'équipe. On a les shooters en ce moment qui mettent plus leurs tirs, on a une agressivité qui pourtant fait partie de la définition d'habitude de la culture de l'identité du hit qui est bien moindre, et bien sûr cette équipe de Miami actuellement elle est pas là où on l'attendait. Il n'y a plus aucun groove je trouve en attaque, plus aucune fluidité, il y a aussi moins d'intensité en défense et évidemment que ça pique, et pourtant là comme je disais on a une quinzaine de matchs de la fin de la saison et le temps passe, le temps presse, l'équipe elle va vraiment devoir relever la tête tant que c'est possible. Imaginez Miami devoir disputer le play-in, en vrai moi je trouve que ce serait une catastrophe. Parce que non seulement ça ferait pas de mal à cette équipe qui est vieillissante, on va pas se le cacher, d'avoir un petit peu de repos avant les playoffs, mais en plus de ça, s'ils disputent le play-in, et ça veut dire qu'ils finiraient, même s'ils en sortent sur un seed 7 ou un seed 8, ils devraient potentiellement affronter Milwaukee au Boston dès le premier tour, et ça pourrait mettre l'équipe floridienne directement dans une situation ultra compliquée qui vaudrait mieux éviter pour Jimmy Butler et ses potes. Donc pour relever la tête, à mon avis, du côté de Miami, il n'y a pas de secret, il va falloir que ça passe par un excellent Jimmy. Moi je veux qu'il redevienne le leader mort de faim qui arrive à tirer son équipe vers le haut, quel que soit l'adversaire, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse tempête, peu importe, moi je veux qu'il ait ce niveau de All-Star no-brainer qu'il était avant, qui chaque soir peut tuer ses adversaires, que ce soit sur la durée, sur l'impact ou dans le money time, et surtout qui arrive à se comporter en leader et porter tous ses coéquipiers dans son sillage. Moi je veux qu'il devienne régulier, je veux qu'il soit plus impliqué, je veux qu'il fasse ça tous les soirs, vraiment tous les soirs, parce que c'est de lui que tout doit partir à Miami. C'est lui le leader, c'est lui le cœur et l'âme de l'équipe un petit peu, plus que Udonis Haslem, même si Haslem a un rôle dans le vestiaire, parce que Butler au moins il joue sur le terrain. Donc maintenant, je sais qu'il en est capable, parce qu'on l'a dit, quand il sent l'odeur du sang, moi j'ai l'impression qu'il peut se transcender. Sauf que ça, il va falloir qu'il le reprouve, qu'avec l'âge aussi, lui aussi qui avance, il est encore capable de le faire. Donc à lui de prouver qu'il en est encore capable, et il devra faire vite, parce que maintenant que le Heat est en bonne position pour revenir sur les Nets, comme je disais, qui sont plus les mêmes, ce retour sur les Nets, qui doit vraiment se faire du côté du Heat, il se fera pas sans un virage à 180 degrés de toute l'équipe, dans l'attitude en tout cas. Donc pour ça, let's go Jimmy, moi je pense que c'est vraiment à lui, avant tous les autres, de sonner la charge. Donc deuxième joueur, deuxième expected player, deuxième joueur dont j'attends beaucoup pour cette fin de saison et potentiellement pour les playoffs, Anthony Davis. Donc là, on fait un petit tour du côté des Lakers, qui pendant tout le début de la saison ont vraiment enchaîné les blessures et ont eu du mal à décoller dans les classements. Ils ont même passé beaucoup de temps dans les bas-fonds. Pourtant là, depuis la deadline, depuis qu'ils ont tiré un trait un peu sur cette situation compliquée avec Russell Westbrook, et grâce notamment à de bons moves, je trouve qu'ils ont réalisé, je trouve qu'il y avait pas mal de gens qui étaient dubitatifs, et moi je trouve que l'équipe affiche vraiment un autre visage. Bien sûr, on a des blessures qui continuent à s'enchaîner, qui continuent à pleuvoir. On a D'Angelo Russell, ça y est, qui est revenu, mais qui s'était fait la cheville. On a LeBron James aussi, qui s'est fait la cheville et qui est encore absent pour quelques semaines. Et pourtant, on a des Californiens du côté de Los Angeles qui ne font plus rire personne. Et pourquoi ? Parce qu'avec un Anthony Davis qui est en forme, qui est en bonne santé, et qui surtout semble être en totale confiance, ou en meilleure confiance que ce qu'il l'a été, on a des Lakers qui gagnent beaucoup plus, et qui montrent une toute autre dynamique. Et cette dynamique, moi je trouve qu'elle est nécessaire de toute façon dans les attentes et les ambitions des Lakers. On sait qu'au complet, on a un effectif, s'il est en totale santé, et que tout le monde est à 100% de ses qualités physiques,
physique, il peut limite rivaliser avec toute la ligue sur une série en 7 matchs. Alors peut-être pas toutes, mais pas loin, franchement. Moi je pense qu'il y aura aucun adversaire qui sera heureux de rencontrer les Lakers au premier tour, même avec l'avantage du terrain. Ceci dit, eh bien encore faut-il y arriver à ces séries de playoffs et ces séries en 7 matchs, parce que pour l'instant c'est pas encore tout à fait gagné pour les Lakers. Donc maintenant, on le sait. Ou presque, soyons honnêtes, il y a de très grandes chances pour que les Lakers doivent passer par le play-in. Mais qui sait, à ce jour, finalement, on a une équipe de Los Angeles qui a pas tant de retard que ça sur la place numéro 6, et à l'ouest, le classement est tellement dense qu'il suffirait peut-être d'une série de 4 ou 5 wins pour tout bouleverser. Voilà pourquoi, et moi ça me semble logique, j'en attends désormais énormément de Anthony Davis. En fait, quand on l'a recruté à Los Angeles, le but était simple, il devait peu à peu prendre le relais de LeBron James pour devenir le vrai go-to guy de l'équipe, celui par qui tout passe, en attaque comme en défense. Je dis pas le leader, pour moi le leadership devait toujours être mené et être pris en compte, pris en charge par LeBron James, mais sur le terrain, en tout cas le joueur le plus performant sur le terrain, on attendait que peu à peu ça devienne Anthony Davis, en tout cas qui prenne le relais du King. Le souci avec AD, c'est que depuis le titre de 2020, on l'a vu, ça a été quand même compliqué pour lui, entre les blessures, les pertes de confiance, et les pertes de confiance mentales, mais aussi avec son physique. À une époque, il osait même plus s'approcher du cercle parce qu'il avait peur de se péter. Ou même les soucis d'alchimie qu'il y a eu dans l'équipe. On a un Bro qui a eu du mal à répondre à toutes les attentes qu'il y avait en lui. Sauf que tout ça, a priori, ça n'existe plus, ou ça existe de moins en moins à Los Angeles. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on a un LeBron qui devra encore manquer quelques semaines, et énormément de choses vont reposer sur AD. Tout le monde sait que c'est un excellent joueur quand il est en bonne santé, et maintenant, dans cette fin de saison qui va ressembler à une course contre la montre pour les Lakers, il devra déjà montrer que lui aussi peut éviter l'infirmerie. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression en carrière, qu'on commençait à s'enflammer sur lui, finalement il a fini par se péter. Et ça devient compliqué. Mais en plus de ça, en plus d'éviter l'infirmerie, moi je veux qu'il montre qu'il peut porter sa team dans les moments où ça compte le plus. C'est-à-dire maintenant. Parce que, bien sûr, il va y avoir les playoffs, s'il se qualifie, mais maintenant ça compte déjà fort pour essayer d'obtenir le meilleur site possible en vue de ces playoffs. Donc ça, pour le moment, moi j'ai pas grand chose à dire, parce que ça fait quelques semaines que Anthony Davis il s'en sort plutôt haut la main. Depuis son arrivée aux Lakers, si on regarde ses stats en saison, il a jamais autant scoré, mais surtout il se bat beaucoup plus, dans l'attitude je trouve que c'est beaucoup plus un guerrier, et j'ai l'impression qu'il devient le AD qui doit être, celui qu'on attendait qu'il soit en tout cas. Cette saison, je trouve qu'en plus de ça, il se donne à nouveau en défense, il tourne à sa meilleure moyenne de rebond en carrière aussi, ça c'est notable, il prend des coups, ça aussi c'est assez nouveau, il en met, il serre les dents, et son attitude, c'est le jour et la nuit avec celle qu'il affichait l'an dernier. Quand il sort des perfs à 30 points et 22 rebonds comme il l'a fait face à Memphis la semaine dernière, avec un nez qui pisse le sang aussi et une combativité qui faisait plaisir à voir, on s'en rendait compte. Quand il se donne les moyens, quand il va au combat, quand il est bien dans sa tête et dans son corps, il est loin d'être le joueur soft qu'on lui reprochait d'être la saison passée et même des saisons avant. On a Darvin Ham, même s'il y a bien sûr énormément d'exagération là-bas, qui est là-dedans qu'il a surnommé Wilt, en référence à Wilt Chamberlain après son match face aux Grizzlies. C'est exagéré bien entendu, mais ça montre à quel point il peut avoir l'image et le comportement d'un intérieur qui est vraiment dominant. Moi je trouve que ces éléments ils sont vraiment très encourageants. Et pourtant, si j'en attends tant que ça de sa part, c'est que même si quasiment soir après soir il prouve en ce moment, il y a des fois des soirs où il passe à côté, et on va pas se le cacher, et ça, tout ça fait que j'ai toujours, je peux pas dire que je suis rassuré à 100% concernant Anthony Davis, j'ai toujours quelques doutes. En fait, je demande plus de constance, il y a toujours aucune certitude sur le fait que le fighting spirit qu'il affiche en ce moment soit vraiment durable. On l'a vu, dernièrement, il est passé à côté d'un ou deux matchs aussi, même s'il a fait des très belles perfs. Il faut que ce soit tous les soirs qu'il soit super performant, et on le sait aussi, Anthony Davis, que ce soit dans l'implication, mais surtout dans la santé, dans sa capacité à éviter l'infirmerie, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu les montagnes russes depuis le début de sa carrière. Aujourd'hui, il peut plus du tout se permettre ça. Il doit réaliser une fin de saison démente, vraiment, il doit tout exploser, il est capable de le faire, et il doit encore plus le faire, et en plus de ça, il aura encore plus de responsabilités pour le faire, avec la blessure de LeBron. C'est lui qui devra, avant tout autre joueur dans son équipe, porter ses Lakers, pour s'assurer, comme je disais, au minimum une bonne position pour sortir du play-in, et pourquoi pas même tenter de l'éviter ce play-in, qui sait. Ce sera dur, mais ça reste possible. Vraiment, j'en attends énormément de sa part, et s'il répond positivement aux espoirs que j'ai en lui, croyez-moi, s'ils sont au complet, ces Lakers, on a des équipes comme les Kings, comme les Grizzlies, et pourquoi pas même les Nuggets, qui pourraient faire sacrément la tronche de devoir les affronter en play-off. Surtout avec un Anthony Davis en mode dévastateur, avec un D'Angelo Russell qui aurait pris le temps de s'adapter, et avec un LeBron James qui reviendrait en pleine santé, avec son QI basket qui est légendaire. Tout ça, ça passera avant tout sur cette fin de saison par un gros Anthony Davis, qui aura aussi des grosses responsabilités en play-off, en play-in aussi sûrement, et donc à lui de continuer sur sa lancée, c'est tout ce que j'attends de lui en vrai. Troisième expected player, donc troisième joueur dont j'attends beaucoup de choses sur la fin de la saison, et potentiellement sur les playoffs, voici Kyrie Irving. Là,
Avec Kyrie Irving, on parle d'un mec qui a 30 ans déjà, qui a été 8 fois All-Star, qui a déjà été champion en plus avec Cleveland et LeBron en 2016, avec un vrai palmarès et un niveau sur un terrain de basket qui est plus approuvé, vraiment. Hein. On sait que ça peut être un excellent joueur. C'est clairement l'un des meilleurs meneurs-scoreurs de toute la NBA. Il a peut-être le meilleur handle all-time, ou au moins l'un des meilleurs handle all-time. Et avec ses qualités, il s'est fait une spécialité de manipuler toutes les défenses et de trouver toujours une faille avec des crossovers, avec des hésitations, avec des dribbles qui sont magnifiques à voir. Franchement, j'adore la façon dont il manie le ballon. Kyrie Irving, elle est complètement folle. Ce que j'apprécie aussi, c'est que dans sa carrière, même si c'était un peu plus tôt, il a déjà montré qu'il pouvait jouer avec des stars, comme LeBron, comme KD aussi, comme Harden également, parce que à l'arrivée de Harden, quand tout se passait bien du côté des Nets, lui avait dit, moi je vais jouer poste 2 parce que Harden est meilleur au poste 1, donc il avait joué off-ball, et ça montre qu'il a une vraie capacité d'adaptation, Kyrie Irving, et ça j'apprécie. Il peut trouver une place, même quand il n'est pas le ball handler numéro 1 dans sa team. Ça déjà, ça montre le talent basket du bonhomme, qui peut jouer plusieurs rôles, qui peut jouer de différentes façons, qui soit le leader, qui soit la seconde option, quel que soit son rôle, il arrivera à toujours trouver une place. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il débarque dans une équipe de Dallas qui l'an dernier a fait les finales de conférence, mais qui clairement semblait avoir atteint son plafond. Je dis pas que c'était un accident du tout, l'arrivée de Dallas en finale de conférence, mais cette saison, les voir refaire la même chose, ou faire mieux, ça aurait tenu du miracle, en tout cas avant la deadline. Parce que depuis la reprise cette saison, moi je trouve qu'on a des Mavericks qui avaient montré leurs limites. L'absence de le départ plutôt non compensé de Jalen Brunson a fait mal à cet effectif, et tout le monde le criait sur tous les toits. De toute façon, en début de saison, on avait une star générationnelle comme Luka Doncic qui devait forcément être mieux entouré pour faire au moins aussi bien que l'année dernière et pas décevoir en play-off. Voilà pourquoi, à la deadline, on a des Mavericks qui ont agi, qui ont fait all-in carrément, et ils ont décidé de se séparer de leur ancre défensive Dorian Finney-Smith, qui à mon sens manque pas mal aujourd'hui, mais ça c'est un autre débat, pour faire venir Kyrie Irving, le meilleur coéquipier que Luka Doncic n'ait jamais eu en NBA. Alors maintenant, ils ont pas le choix, Dallas. Il faut que ça fonctionne, parce que le temps est compté chez ces Mavericks. On a un Kyrie qui sera free agent à la fin de la saison, et vraiment le risque est réel. Soit ça fonctionne, en fait, et tout le monde est content, peut-être que même Kyrie Irving peut re-signer, et on peut partir sur un projet à long terme, soit ça flop total, Dallas échoue, ça c'est le scénario catastrophe, mais ça peut arriver. On a un Kyrie qui se barre cet été, qui va tester le marché, qui aura une cote en plus qui sera pas du tout au plus haut, parce qu'il aura montré qu'encore une fois, en arrivant dans une nouvelle équipe, ça fonctionne pas, et tout le monde de l'équipe aux joueurs, je trouve, s'en retrouvera perdant. Donc bien sûr, il y a aussi des possibilités plus modérées qui existent entre ces deux extrêmes, mais on doit se l'avouer, ces deux scénarios sont tout à fait possibles. Là, on a un Kyrie Irving qui a demandé son transfert de Brooklyn, qui a dit clairement qu'il voulait changer d'air parce qu'il y avait des choses toxiques un petit peu dans le vestiaire des Nets. Il débarque dans une équipe où on l'attend un petit peu comme le Messi, comme le joueur, comme je disais, le coéquipier que Doncic n'a jamais eu, qui doit aider les Mavs à passer un cap, encore une fois, qui dans cette équipe qui a eu de bons résultats la saison dernière, je l'ai dit aussi, et pour Kyrie, arriver là-dedans, c'est peut-être le meilleur moyen de se refaire une image qu'il a un petit peu ternie ces derniers temps. Parce qu'il faut le dire, oui, parce que même si sur un terrain de basket, on a un Irving qui a quasiment jamais déçu, c'est arrivé bien sûr qu'il déçoive un peu, mais moi j'ai rien à lui reprocher sur un terrain de basket, malgré sa disparition en play-off l'année dernière après un très bon match 1 face aux Celtics. Pour moi c'est plutôt en dehors des parquets qu'il a terni sa réputation, avec une attitude et des déclarations qui étaient aussi imprévisibles que fréquentes et que décevantes parfois. Mais bref, tout ça, moi je veux pas revenir dessus. Là, on a tourné une page du côté de Kyrie, on va revenir à cette saison. Et même si à Dallas, depuis qu'il est là-bas, globalement, il produit à peu près ses stats habituelles, il n'y a pas de hausse, pas de baisse, et tout ça c'est significatif déjà. L'effet sur l'équipe, je trouve que jusqu'à maintenant, on le voit pas trop, parce que le bilan, depuis l'arrivée de Kyrie, n'a absolument pas décollé depuis son arrivée dans le Texas. Donc bien sûr, il s'est blessé un petit peu, bien sûr Doncic lui aussi a manqué des matchs, ça aide pas pour trouver une alchimie, mais voilà, pour l'instant, moi j'ai envie de montrer, cette arrivée, ce all-in de Dallas, il faut qu'il soit payant. Ce all-in ne servira à rien si Dallas doit stagner. Là, on a un Kyrie qui, comme souvent, de toute façon, quand il est quelque part, dit qu'il se plaît dans sa nouvelle équipe, qui dit que Dallas c'est sa nouvelle maison, que ses ambitions sont hautes en plus, et que lui aussi de son côté essaye de tout mettre en place pour s'adapter à Luka, pour être le meilleur basketteur possible et permettre aux Mavericks d'aller le plus loin possible en play-off. Tout ça c'est bien, le discours c'est bien, mais on sait que parfois avec Kyrie, il y a un fossé entre ce qu'il dit et ce qu'il produit. Maintenant, pour l'instant, dans ce qu'il produit, est-ce que j'ai des choses individuelles à lui reprocher ?
Franchement, pas tant que ça. Dans les money time, par exemple, moi je trouve qu'il met les mots en application. On sait que généralement on pourra compter sur lui, sur la dernière action, et même plus globalement dans les derniers quart-temps. Depuis qu'il est à Dallas, c'est un des meilleurs scoreurs de NBA dans le dernier quart-temps. Et ça, c'est déjà bien de savoir que quand la situation sera serrée, de savoir que toute la création ne reposera pas sur Luka Doncic. Déjà, c'est un vrai plus que ça apporte à Dallas. Néanmoins, heureusement, je trouve que Kyrie a été à l'origine de quelques wins, parce que sans ça, on a des Mavericks qui seraient vraiment dans la mouise. Même si on en parlait plus tôt, quand on parlait de Anthony Davis tout à l'heure et des Lakers, on a un classement à l'ouest qui est très serré et que tout peut changer en une semaine, entre les places 5 à 13, je dirais, globalement de mémoire. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est absolument garanti pour ces Mavericks. Même si j'y crois pas, il y a un monde où ils passeraient par le play-in, ils échoueraient et ils disputeraient même pas les playoffs. Et ça, évidemment, ce serait absolument pas acceptable pour Dallas, qui a fait les finales de conférence l'année dernière et qui a fait all-in, je le répète, pour faire venir Kyrie. Voilà pourquoi moi je trouve qu'il y a énormément d'attentes qui reposent sur Kyrie Irving. Non seulement son arrivée doit permettre à son équipe de se qualifier en playoff haut la main, limite sans passer par le play-in, franchement sinon ce serait presque déjà une déception, et en plus de ça, on attendra de ces Mavericks qui fassent un gros parcours avec un Kyrie Irving comme on le connaît quand même, qui montre son meilleur visage soir après soir, et qui pèse, et qui a une vraie importance sur le succès de son équipe. Moi, pour ça, je veux pas voir les Mavs perdre au premier tour. Pour moi, c'est au moins un second tour, et dans ce second tour, il faut pas que ce soit un sweep, il faut que ce soit un bon visage. Moi, ça me va, s'ils vont pas en finale de conférence comme l'année dernière, ce sera difficile, mais s'ils se font sweeper au second tour, pour moi, ce serait une déception. Donc maintenant, je veux bien admettre que le temps pour s'adapter, le temps pour créer de la cohésion à Dallas depuis l'arrivée de Kyrie, d'autant plus avec les blessures, comme je disais, a été court. Et là, ça a obligé Kyrie et même toute l'équipe de Dallas à s'adapter instantanément à la volée. Mais ce temps-là, à Dallas, avec un Kyrie Irving de toute façon qui sera free agent à la fin de la saison, on l'a pas. Donc qu'il soit court ou pas, peu importe, il faut s'adapter maintenant. La marge de manœuvre, elle est vraiment minime, et si les Mavs veulent s'en sortir, il va falloir répondre aux attentes, il va falloir assumer les ambitions, il va falloir faire ce bon parcours de play-off dont je parlais juste avant, et tout ça, à mon avis, ça passera évidemment par un grand Luka Doncic, que j'aurais pu mettre parmi les joueurs dont j'attends le plus cette saison, mais pour moi, vu qu'il y a eu un all-in qui a été fait sur Kyrie Irving, ça passera encore plus peut-être par un très très grand Kyrie Irving qui n'en aura pas besoin de moins d'être bon en playoff et de se refaire une image pour essayer de se refaire une place et d'être un petit peu apprécié des fans en NBA, parce que là je l'ai vu dans le chat, il a suffi que j'affiche son nom pour qu'il y en ait plein qui râlent en disant oh non pas lui, on en a marre. Ouais, parce que Kyrie Irving a une mauvaise image aujourd'hui, à lui de tout faire en sorte, et ça passera sur le terrain avant tout pour essayer de se reconstruire une vraie réputation. Le quatrième joueur, dont j'attends beaucoup, je sais que certains l'avaient prévu en début de live, mais vous étiez peu à y penser, et pour moi, pourtant, j'ai énormément d'attentes sur son dos. Parce que oui, j'ose parler de Nikola Jokic, le double MVP en titre, qui aujourd'hui, en plus de ça, est favori à sa propre succession pour réaliser un triplé MVP qui serait potentiellement mérité. Alors quand on connaît cette situation, de savoir que voilà, c'est un double MVP qui va peut-être être 3 fois MVP de suite, qu'on voit qu'en plus de ça, Denver est premier à l'ouest, comment est-ce que je pourrais en attendre encore plus de lui ? Le mec, il tourne en triple-double, le mec, il a encore amélioré ses stats, il a un impact de fou sur le jeu des Nuggets, il est limite incritiquable. Franchement, il y a pas grand chose à dire, même si c'est vrai que dernièrement Denver a enchaîné un petit peu plus de défaites. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Moi, je vais pas le cacher, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu. Donc même si ça n'aura rien à voir avec le vote du MVP, il faut pas tout mélanger, parce que le vote du MVP, ça concerne la saison régulière. S'il mérite de l'obtenir une troisième fois, il faut qu'il l'obtienne. Il y a pas de souci avec ça. Par contre, est-ce que ce serait pas frustrant pour vous de voir qu'un double MVP, potentiel triple MVP, n'ait jamais fait mieux que les finales de conférence en carrière ? Je dis pas que c'est pour ça qu'il faut pas lui donner son troisième MVP, pas du tout. Mais pour moi, il y a un côté frustrant, c'est plutôt ça, c'est pour ça que je vais attendre de lui. Un mec, s'il est 3 fois MVP, et qu'il les mérite à chaque fois, pas de souci, peu importe, je vais pas rentrer dans ce débat, mais que dans sa carrière, il a pas fait mieux que des finales de conf, et en plus, il les a atteints à une seule reprise, je vais être un petit peu déçu, et moi, ça me saoulerait un petit peu avec Jokic, alors que je respecte énormément son jeu et son impact, de voir que collectivement, un mec si fort individuellement n'arrive pas à faire mieux. Donc cette saison, je peux rien lui reprocher directement. Mais par contre, s'il arrive pas à faire mieux, je pourrais garder un sentiment d'inachevé sur sans gros parcours en tout cas, et sur ce qu'il peut faire collectivement. Surtout que j'en parlais dans ma vidéo de samedi qui faisait se confronter dans mon nouveau format, le premier Star Battles entre Jokic et Doncic, Jokic et Embiid, pardon. Je disais que le pivot des Nuggets, plusieurs fois dans sa carrière, il a montré des difficultés à élever son niveau de jeu en play-off. Et pire encore, moi j'ai trouvé que parfois, en tout cas sur certaines séries, il avait des stats qui diminuaient pas mal face à l'intensité que ça demande vraiment une post-season.
Bon, ça s'est pas vu forcément l'an dernier face aux Warriors au premier tour, avec un Joker qui a fait tout ce qu'il pouvait, hein, malgré l'élimination, mais aussi il était face aux Warriors, et malgré Kevon Looney, que j'aime beaucoup, c'était peut-être un petit peu limite pour le stopper, donc ça explique aussi pourquoi peut-être il a fait des grosses stats, parce que d'autres fois, par le passé, moi je me rappelle, ça avait été le cas face aux Suns en 2021, ou face aux Lakers en 2020, contre des forts défenseurs par exemple, qui ne lâchaient rien face aux pivots serbes, face à des coachs qui avaient un vrai système pour essayer de l'arrêter, pour essayer de le limiter. On l'a vu, les choses ont parfois été bien plus compliquées pour lui. En play-off, de toute façon, on joue davantage sur demi-terrain, on joue moins sur transition, on a des défenses qui clairement s'arrachent plus, qui ont un système, qui ont une stratégie, qui font des adaptations, et des fois, face à ça, moi je trouve que le Joker a un petit peu plus de mal à trouver des solutions. On le voyait de toute façon, son rôle de créateur numéro 1 qu'il a à Denver en saison régulière, en play-off, ça lui arrive d'avoir un petit peu plus de mal à l'assumer, parce que bien souvent, regardez ses stats, vous verrez que son nombre de passes décisives, face à la pression défensive diminue pas mal, tout comme son adresse d'ailleurs. Et dans ces conditions, moi je trouve que le jeu de Denver, qui est d'habitude si bien huilé en saison régulière, il peut perdre en qualité. Et ça c'est dommage. Pourtant c'est clair que en play-off, moi j'en attends énormément d'une superstar comme Jokic. Et là-dessus, cette saison, et encore plus, je sais que je l'ai beaucoup dit, mais je le répète parce que j'insiste là-dessus, s'il remporte un 3e MVP, après que les Nuggets en plus de ça aient obtenu le first seed à l'Ouest, comme normalement ça devrait se faire, à condition qu'il relève un petit peu la tête, il va vraiment avoir une certaine pression. Franchement, il va falloir qu'il montre qu'il peut aller loin collectivement. Moi je sais pas vous, et ça dépendra du visage montré aussi, mais imaginez par exemple encore Denver perdre au second tour dans des conditions où Jokic verrait ses stats diminuer comme il l'a fait pas mal de fois, ou galérer face à certains défenseurs, ça me paraîtrait limite inacceptable pour un joueur qui a un tel impact en saison régulière, et encore plus comme je disais, si ses stats et son impact à lui doivent diminuer en play-off. Pourtant, on va pas le cacher, ça va pas être simple à l'Ouest d'arriver au final de conférence, même en ayant la première place de la conférence Ouest, au vu de toutes les équipes ambitieuses qu'il y a de ce côté-là des États-Unis. De plus, il pourrait être très bien amené à recroiser Phoenix avec DeAndre Ayton, ou bien les Lakers avec Anthony Davis, qui par le passé l'ont déjà bien embêté, Nikola Jokic. Donc à voir comment il arrive à performer face à ces mecs. Après, j'en suis conscient. Jokic fait peut-être partie des MVP, ou en tout cas des doubles et potentiels triple MVP les moins bien entourés de l'histoire. Parce qu'à côté de lui, il a eu aucun All-Star. Et ça peut rendre le parcours encore plus difficile, je pense, en play-off pour lui. Ça veut dire qu'il va devoir encore plus porter son équipe. Mais justement, moi c'est ce que je me dis. En étant et de loin le meilleur joueur de sa team, et potentiellement même le meilleur joueur de la NBA selon certains, en étant même potentiellement double voire triple MVP, il y aura plus d'excuses pour lui si ses stats ou son impact diminue en play-off. Quel que soit l'adversaire qu'il aura en face, moi je trouve qu'on a un Joker qui devra se surpasser, qui devra surperformer, peut-être pas améliorer ses stats, ça va être dur vu les stats qu'il est en train de faire en ce moment, mais au moins être égal à lui-même et montrer qu'il peut dominer face à absolument tout le monde dans la ligue. C'est ce qu'on attend dans MVP, c'est ce qu'il doit faire vraiment en MVP en play-off. Donc oui, moi j'ai absolument rien à dire sur la saison légendaire qu'il est en train de réaliser. Pour moi, je sais que ça peut être lié à une certaine controverse, mais pour moi en tout cas actuellement, c'est lui qui mérite le trophée de MVP. Quel que soit le scénario qui se soit par le passé, moi j'isole cette saison, et cette saison en tout cas jusque-là, c'est à lui que je le donne. Peut-être en combat avec Giannis Antetokounmpo, c'est à réfléchir, mais pour l'instant, moi je crois que c'est à lui que je le donne. Ceci dit, si en play-off, que ce soit individuellement ou collectivement, il répond pas aux attentes qu'il est légitime d'avoir, le concernant, je cache pas que je serais très déçu. On a un Joker qui a la pression pour moi, pour les play-offs à venir là, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes sur lui. Je veux qu'il assume son rôle de super joueur de saison régulière, même s'il est pas super bien entouré, je veux qu'il soit excellent, qu'il produise au moins les mêmes stats, voire qu'il les fasse progresser, et qu'il emmène les Nuggets le plus loin possible. Voilà pourquoi j'ai énormément d'attentes sur Nikola Jokic, et je me dis à lui d'assumer maintenant. Joueur numéro 5. Pour aujourd'hui, je sais, encore une fois, mais bon, je le répète, c'est des choix très personnels que j'ai fait. Je sais que ça correspondra pas à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup d'attentes sur Donovan Mitchell du côté de Cleveland. Donc là encore, pourtant, on parle d'un joueur qui, en saison, a répondu vraiment à toutes les attentes qui étaient placées en lui, et même plus, je pense. Moi je me rappelle, en début de saison, quand je parlais de son arrivée à Cleveland, quand je disais qu'il allait être le franchise player, il y en a certains d'entre vous, notamment des fans des Cavaliers, qui n'ont pas aimé, en disant que les Cavaliers avaient déjà leur franchise player avec Darius Garland, et que Mitchell devrait arriver dans l'équipe de Garland et être le lieutenant. Moi j'étais pas d'accord avec ça, il y avait débat, ça arrive, des fois je me trompe, des fois j'ai raison, peu importe. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit sur cette situation, on est d'accord qu'on n'en est plus là, je pense. Aujourd'hui, le franchise player des Cavaliers, c'est bien Donovan Mitchell. On parle d'un joueur en plus de ça, qui déjà avait été très bon en début de carrière à Utah, mais qui en plus maintenant tourne à ses meilleures moyennes de points en carrière, qui n'a jamais été aussi adroit, jamais été aussi efficace, qui pour moi n'a jamais aussi joué juste que ce qu'il est en train de le faire cette saison,
conséquent et qui surtout permet à ces Cavaliers d'avoir de vraies ambitions. L'an dernier, on s'en rappelle, sans lui, même si la blessure de Jarrett Allen n'avait pas aidé, ces Cavs ont échoué et n'ont pas réussi à se qualifier en play-off. Cette saison, a priori, moi je me dis que si tout se passe bien, Cleveland devrait non seulement se qualifier, sans passer par le play-in, mais en plus, si le classement reste comme il est aujourd'hui, avoir l'avantage du terrain. Et ça, ce serait vraiment un super step-up, et quand on sait ça, objectivement, qu'est-ce que je pourrais attendre de plus de sa part ? On a un mec qui s'est adapté à sa nouvelle équipe en un clin d'œil, qui s'est fait accepter dans le vestiaire, qui permet à sa team d'accéder à ses ambitions, et même si en vrai, les Cavs... ont une possibilité de perdre au premier tour, même si ça devait arriver ça, ce serait tout de même, je pense, une campagne globalement réussie pour Donovan Mitchell et pour la franchise de Cleveland. Et pourtant, quand je sais ce que peut faire Mitchell en play-off, et quand je vois comment ça s'est passé pour lui l'an dernier à ce moment de la saison, où vraiment il m'avait déçu, je peux pas faire autrement que d'avoir de grosses attentes sur lui pour la post-season à venir. Non seulement, moi je veux qu'il permette aux Cavaliers d'accéder au second tour, franchement il en est capable, ou alors dans le pire des cas, échouer au premier, mais après un duel épique dans lequel il aura fait des perfs de ouf et dans lequel il n'y aura rien à lui reprocher, ça à la limite ça m'ira, mais en plus, quand je connais les qualités qu'il peut avoir dans les moments en play-off, dans les matchs qui sentent la poudre, quand je vois que cette saison, il a été capable d'inscrire 71 points en un match, une performance légendaire, je veux vraiment, et c'est là que j'ai des attentes, je veux que dans ces play-offs, il défonce tout. Je veux revoir le Donovan Mitchell de la bulle, et même plus, parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur encore plus mûr, qui joue plus juste, qui est encore plus leader. À cette époque-là, on se rappelle, en 2020, en 7 matchs joués, parce qu'ils avaient perdu face aux Nuggets, le Jazz à l'époque, en 7 matchs, il avait terminé juste meilleur scoreur de toute la post-season, en tournant à plus de 36 points par match avec une adresse de dingo où il était à plus de 50% au global et plus de 50% à 3 points. En 2021, il n'avait pas démérité non plus, même si ses pourcentages n'étaient pas aussi exceptionnels, il restait tout de même excellent. Et même si ça avait été vraiment décevant de voir le Jazz, qui avait été premier de la saison régulière, perdre au deuxième tour face aux Clippers, ça avait montré un petit peu les limites de l'équipe de Utah. Moi je trouve que individuellement en 2021, il n'y avait rien à lui reprocher non plus. Ça devenait évident pour tout le monde de toute façon, même si Mitchell en carrière n'a jamais passé un deuxième tour, il a jamais vu ce qui se passait en play-off après un deuxième tour. Les play-offs, quoi qu'il arrive, c'était son moment à Spida, le moment où il se surpassait et il devenait létal. Ce mec, on savait que dans les matchs importants, dans les money time, quoi qu'il arrive, dans ces play-offs, dans les matchs qui sentaient le soufre, tu pouvais compter sur lui. Et pourtant, l'an dernier, cette image, dans une ambiance qui était pas vraiment folle, c'est clair, à Salt Lake City, il l'a amplement écorné, je trouve. Après, c'est juste une fois, on peut lui pardonner. N'empêche qu'on n'est plus aussi sûr de cet impact en play-off depuis ce qu'il a montré l'année dernière dans la défaite au premier tour face aux Mavericks. En termes d'adresse et de choix offensifs, il a été catastrophique. Il était à moins de 40% au shoot au global et à peine plus de 20% à 3 points. J'ai jamais vu un Mitchell autant en galère que ça en play-off. De toute façon, même dans l'attitude, dans le body language, ça se sentait, il y était plus là, il avait aucune envie et c'est vraiment le pire visage que je pouvais voir de Donovan Mitchell. Il prenait des shoots hors tempo, il avait aucune volonté de jouer avec le collectif, il avait zéro défense. Bon, ça malheureusement c'est assez régulier chez Mitchell, mais c'était encore pire que d'habitude. Comme je dis, il a montré la pire version qu'on pouvait voir de Donovan Mitchell. Et voilà pourquoi là j'ai rien à lui reprocher sur sa saison, je le trouve excellent avec Cleveland, mais maintenant cette année, moi je veux qu'il redevienne le Mitchell d'avant, et voilà pourquoi j'ai de grosses attentes le concernant. Je ne veux pas rester sur l'image du Mitchell dégueulasse que j'ai eu en playoff l'année dernière. Moi je suis toujours complètement d'accord pour penser et croire que c'est un joueur qui peut se surpasser et exceller en play-off. Un joueur qui peut briller à fond vraiment dans les matchs importants, qui peut être super clutch, tu lui files les ballons dans le money time et tu sais que ça va fonctionner. Ça j'y crois. Néanmoins, après sa prestation catastrophique, parce qu'elle est catastrophique de l'an dernier, mais cette saison, j'ai envie qu'il me remontre, je veux qu'il soit capable, qu'il est capable de prendre toute une prolongation sur son dos, à lui tout seul, sur ses épaules, comme il le fait d'ailleurs cette année en saison régulière. Là, plusieurs fois Cleveland ils sont allés en prolongation, Donovan Mitchell a pris les choses en main, et à chaque fois, là je crois pas me tromper quand je dis que Cleveland ils sont invaincus cette saison à chaque fois qu'ils sont allés en prolongation, et souvent ça a été grâce à Mitchell. C'est son truc de toute façon, à chaque fois qu'il sent l'odeur du sang, il est bon. Donc maintenant, je veux qu'il soit à nouveau animé par cette confiance folle en play-off, je veux qu'il trash talk, je veux qu'il chambre comme il l'a fait là il y a pas longtemps, quand il est allé parler à Grant Williams juste avant ses lancers francs et qu'il les a ratés. Ça sent qu'il est en confiance, ça sent qu'il a envie et que oui, il est prêt justement à donner tout ce qu'il peut en play-off. Donc maintenant, je veux juste qu'il le fasse pour complètement oublier tout ce qui s'est passé l'an passé, cette image catastrophique qu'il a montrée. Et ça, non seulement, ça me ferait plaisir de le revoir accéder à ce niveau exceptionnel qu'il peut avoir en play-off. On adore voir un Mitchell qui accède à ce niveau-là, et en plus de ça, pas de doute, ça ferait plaisir à tous les fans et à tout le public de Cleveland. Donc mes attentes, elles sont là. Mitchell est en train de faire une super saison régulière, mais maintenant à lui de confirmer en play-off pour nous laisser une image bien meilleure que celle qu'il a laissée l'an dernier.
Expected player numéro 6, un joueur dont j'attends énormément de choses, voici Trae Young. Alors Trae Young, j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'en faire des tonnes pour que vous compreniez pourquoi dans cette fin de saison, je pense qu'il a la pression. Dans la vidéo qu'on avait faite sur les awards, vous l'aviez élu parmi les joueurs les plus décevants en NBA jusque-là, et ce qui est clair, c'est que vous avez pas fait ça sans raison. Le mec, pas de doute, on le sait, de toute façon, il a des qualités, c'est un super scoreur, un super shooter, un super playmaker, il a des vraies forces qui font sa spécificité. Pourtant, depuis la finale de conférence des Hawks en 2021, impossible de dire que les choses ne sont pas quand même compliqué pour le meneur, et encore plus cette saison. Certains mettent ça sur le dos de la prétention, un peu, le côté il s'est vu trop grand, trop vite, après le gros parcours d'il y a 2 ans, je sais pas si c'est ça, mais ce qui est sûr, c'est que depuis, et surtout cette saison, encore je le répète, parce que la saison dernière encore ça allait, il y a quelque chose qui cloche. Parce que l'an dernier, individuellement, sur sa saison, il n'y avait pas grand chose à lui reprocher. Il faisait ses stats, il était adroit, il jouait plutôt juste, il a terminé All-Star aussi, mais bon, collectivement, c'était pas ça. On a eu des Hawks qui ont dû passer par le play-in pour se qualifier, et ils sont arrivés au premier tour face au Miami Heat, et franchement le visage qu'a montré Trae Young face à la défense de Miami, ça a été l'un des pires que j'ai vu depuis sa saison rookie à Trae Young. Donc bien sûr, par contre, il faut féliciter énormément, envoyer un gros GG à la défense de Miami. Pour ça, ils ont su l'étouffer, monter très haut, capitaliser sur ses faiblesses. Ils ont réussi à le faire aussi en saison régulière, là par exemple. C'était le match que je suis allé voir à Miami. C'était impressionnant de voir comment Caleb Martin était parti en mission sur tout le match face à Trae Young, sur toute une demi-terrain, voir ça en live, c'est quelque chose quand même, cette intensité, comme si un petit peu cette équipe de Miami avait trouvé la clé face à Trae Young. Donc bien sûr, peut-être qu'il est mal tombé face à cette équipe du 8 en playoff l'an passé. Mais franchement, c'était quand même décevant. Un joueur du calibre de Trae Young, on en attend beaucoup plus que les perfs qu'il a faites contre Miami en playoff l'année dernière. Alors ok, c'est lui qui a mis le game winner dans la seule victoire des Hawks face aux Heat dans ses playoffs, mais à part ça, à part ce match où il a été très bon, dans la série de l'année dernière, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Il était à 32% au tir au global, il était à 18% à 3 points, je l'ai jamais vu si maladroit, tellement il prenait des shoots compliqués. Il a fait 2 matchs à moins de 10 points, vous imaginez pour Trae Young, il a même fait un autre match à 11, donc ça fait 3 matchs à 11 points au moins sur 5, c'est plus que médiocre, et c'est pas digne du joueur qui est censé être Trae Young, même si je le répète, c'était quand même particulier face à Miami. Mais moi ce que je trouve le plus inquiétant, c'est que cette saison, il continue quand même globalement sur sa mauvaise dynamique. Son association avec Dejounte Murray, elle fonctionne pas, ni l'un ni l'autre n'est capable de jouer off-ball. On a un Trae qui fait toujours de bonnes stats globalement, mais je trouve que son impact sur la victoire diminue à Atlanta. Et le problème peut-être, c'est qu'il donne l'impression qu'il refuse de changer son jeu. Et c'est sûrement ça le pire, je crois. En fait, depuis sa saison rookie, il a jamais aussi mal shooté. Là, ses pourcentages, ils ont jamais été aussi mauvais à 3 points depuis qu'il est arrivé en NBA, en tout cas depuis sa première saison. Il continue aussi à perdre pas mal de ballons, mais ça, c'est pas si grave. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir avec Trae Young. Mais surtout, et moi, c'est ce qui m'embête le plus, c'est que lui, que je trouvais quand même qu'il y avait un bon QI basket d'habitude, et là il montre ses limites, parce qu'il y a pas mal de décisions, en tout cas cette saison, qui semblent être prises contre le cours du jeu. C'est un petit peu du chacun son tour à Atlanta depuis l'arrivée de Dejounte Murray. On a un jeu offensif qui manque beaucoup d'automatisme, on a un pick and roll qui est de moins en moins utilisé aussi, et j'ai souvent l'impression de voir un enchaînement de 1 contre 1, et même si Young fait toujours partie des meilleurs passeurs de NBA parce qu'il tourne à plus de 10 caviars par match, c'est toujours aussi un super scoreur, vu qu'il marque quasiment 27 points par rencontre, mais moi je trouve que ses choix offensifs, son attitude et son manque de leadership aussi questionnent réellement. Parfois, en termes de communication, on a l'impression qu'il y a un fossé entre lui et le reste de l'effectif, comme si lui il faisait un petit peu son truc dans son monde. Et finalement, même si c'est sévère, je trouve que Dejounte Murray, qui pourtant vient d'arriver, c'est souvent sur le terrain en tout cas et dans l'attitude celui qui montre le plus l'exemple et qui donne le plus envie de le suivre quand on est un joueur des Hawks. Après on le sait, il y a eu un clash entre Macmillan et Trae Young en cours de saison, visiblement pour ce genre de raison, pour le fait que Trae Young avait du mal à... En tout cas, il était assez isolé dans l'effectif et il avait décidé de sauter un shoot around auquel il voulait pas participer parce qu'il estimait devoir reposer une blessure. Maintenant, voilà, le coach là, Macmillan, il a été viré, il a été remercié. Donc le clash qu'il peut y avoir entre Macmillan et Trae Young aujourd'hui il ne pourra plus servir d'excuse. Aujourd'hui, on a un Quinn Snyder qui est arrivé, qui a du talent au coaching, ça c'est plus à prouver. Il a fait ses gammes du côté du Utah ces dernières années. Il a aussi prouvé qu'il avait de l'expérience dans la gestion des égos.
nous, même si c'est mal fini, il a quand même eu longtemps à gérer du Rudy Gobert et du Donovan Mitchell, ça n'a pas été simple, et surtout, il a cette réputation d'être proche des joueurs, d'avoir une très bonne communication, et de savoir aussi construire une attaque qui, quels que soient les joueurs qui composeront cette attaque, sera un minimum huilé, et ça va être important, il va falloir qu'il se fasse entendre par Trae pour permettre à son duo avec Murray de mieux fonctionner. Si c'est le cas, ce sera pas du luxe. Il faut quelqu'un qui arrive à parler à Trae Young et qui lui fasse comprendre que quand tu as un nouveau joueur comme DeJounte Murray qui arrive, tu ne peux pas jouer de la même façon. Et moi, c'est ça que je veux du côté de Trae Young. Elles sont là, mes attentes. Parce que si ça fonctionne, là pour le moment, en tout cas, depuis qu'il est arrivé, Quinn Snyder, j'ai l'impression qu'il y a du mieux, mais c'est pas non plus super visible. Après, il est très tôt pour tirer des conclusions parce qu'il est arrivé il y a très peu de temps et c'est quand même super compliqué, je trouve, un changement de coach si proche de la fin de la saison. Mais voilà, moi ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une équipe d'Atlanta qui en ce moment présente un bilan qui est à peine à l'équilibre, qui a de grandes chances encore une fois de devoir passer par le play-in pour se qualifier, même si tout n'est pas fait et qu'ils sont pas à l'abri d'une grosse série non plus, et même s'ils s'en sortent du play-in, j'en parlais par exemple plus tôt pour Miami, c'est pareil, même combat pour tout le monde, même combat pour toutes les équipes de l'Est qui vont passer par le play-in, ils devront sûrement affronter Boston ou Milwaukee au premier tour, et ça, ce sera pas un cadeau pour n'importe quelle équipe de l'Est. Donc maintenant voilà, il reste 15 matchs à peu près, on sait que Trae Young est capable de bien mieux, on sait aussi que cette équipe des Hawks a des qualités, elle a des qualités individuelles, elle a de la profondeur, sur le papier en tout cas il y a des gros noms, moi je trouve qu'elle manque juste d'âme, de leadership et de fond de jeu aussi. Donc le temps est compté, vraiment, remonter totalement la pente et passer un tour, ça s'annonce clairement une mission difficile, peut-être même une mission impossible, mais voilà, maintenant on a un Quinn Snyder qui est aux commandes, on a un Young qui, comme je disais, qui a plus d'excuses, qui devra vraiment montrer un meilleur visage, qui devra peut-être être plus à l'écoute de son coach, plus à l'écoute de ses coéquipiers, plus aussi jouer dans le sens du jeu aussi, laisser le jeu venir à lui, qui montre aussi qu'il est capable de faire son autocritique, et même si les Hawks sortent au premier tour cette saison, mais il n'aura pas le choix de refaire ses preuves, et s'il montre une bonne attitude, moi ça me convaincra au un minimum, je veux qu'il soit capable de surperformer, qu'il joue dans le sens du jeu, qu'il montre qu'il a toujours ce QI basket, et qu'il montre au monde entier, même en cas de défaite, je m'en fous, mais qu'il peut faire preuve d'un bon visage, et qui prouve qu'il peut être le joueur qui doit être, cette espèce de franchise player ultra clutch, qui peut vraiment porter son équipe sur son dos, et s'adapter, et a suffisamment de QI basket pour jouer avec un mec comme DeJounte Murray. Donc Trae Young, là, c'est peut-être ce qu'on est en train de se dire, c'est peut-être qu'on l'a pris pour une superstar trop tôt. C'est une star, mais c'est peut-être pas la méga superstar qu'on imaginait il y a 2 ans. Ou alors, c'est peut-être que oui, c'est une superstar, mais peut-être que son temps à Atlanta est terminé. Il y a des hypothèses là qui commencent et des doutes qui commencent à poindre, c'est sûr, le concernant. Peut-être qu'il faut qu'il change d'air pour essayer de retrouver cette motivation, ce leadership et cette bonne attitude. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusque-là, il y avait quelque chose qui allait pas. C'était peut-être juste la relation avec Macmillan. Ça, on le saura vite maintenant que Quinn Snyder est là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en cas de gros échecs, là, en fin de saison ou en play-off, en cas d'élimination ou play-in aussi, sans remise en question de Trae Young dans le jeu, avec des perfs qui seraient décevantes et qui n'auraient pas d'impact sur la win du côté d'Atlanta, maintenant, il va falloir qu'il s'adapte, et sinon il va nous décevoir, et c'est pour ça, pour moi, elles sont là, les attentes. Lui, il va devoir comprendre, je crois, et assimiler ce qui est attendu de son côté, dans cet effectif des Hawks New Look, où, bien sûr que les nouveaux doivent s'adapter, et lui aussi. Et s'il n'y arrive pas, moi j'ai une peur, c'est qu'on voit énormément son nom dans les rumeurs de transfert cet été, et ça, la pilule pourrait être pourrait avoir du mal à être digérée pour les Hawks, on se rappelle, de toute façon, je pense que du côté des Hawks, on n'a pas forcément envie de le transférer, c'est un joueur sur lequel, depuis sa draft, on a énormément compté, mais maintenant, si lui n'y arrive pas, et qu'il met ça sur le dos de l'équipe, du management, du coaching, ou de ses coéquipiers, peut-être qu'il pourrait demander son transfert, à voir, peut-être que c'est la faute du collectif, peut-être que c'est de sa faute à lui aussi, à vous de juger, quoi qu'il en soit, pour moi, s'il répond pas aux attentes, l'avenir de Trae Young à Atlanta pourrait s'inscrire en pointillé. Épilogue. Donc si on fait le bilan de ce live, le joueur auquel vous croyez le moins finalement, et pour lequel finalement vous avez le moins d'attentes, et donc un des joueurs les moins attendus, parce que limite s'il choke, vous vous y attendez, c'est Trae Young. Vous êtes que 23% à penser qu'il va rebondir, qu'il va réussir à s'adapter au jeu de DeJounte Murray, qu'il va se remettre en question, que vous pensez que l'arrivée de Quinn Snyder n'y fera rien, même si ça a montré de belles choses dernièrement avec lui. Vous y croyez pas, vous pensez que de toute façon les Hawks seront en trop mauvaise position, certains pensent qu'ils sortiront même pas du play-in, et ça ce serait vraiment une grosse déception. Pour moi, pour répondre aux attentes, de toute façon, je ne demande pas aux Hawks de passer un premier tour, ça va être peut-être trop compliqué, surtout s'ils tombent face aux Bucks ou face aux Celtics. Par contre, pour moi, déjà, il faut sortir du play-in, il faut essayer d'en prendre une ou deux,
sur un premier tour de playoff. Et il faut qu'on ait un duo Trae Young des Dejounte Murray qui arrive à fonctionner. Et voilà, un Trae Young qui arrive à se montrer clutch, performant et qui joue dans le sens du jeu. Pour moi, ce serait ça, répondre aux attentes. Mais bon, visiblement, vous êtes que 23% à penser qu'il va y arriver. Donc finalement, c'est pas du tout un des joueurs les plus attendus parce que c'est celui auquel vous croyez le moins. Juste après vient Jimmy Butler. Vous êtes que 32% à penser qu'il va répondre aux attentes. Parce que vous dites, et ça je l'ai beaucoup lu, pour moi répondre aux attentes de toute façon concernant Jimmy Butler, c'est limite retrouver le playoff Jimmy qu'on connaît et essayer de faire douter une team. Déjà éviter le play-in, ce serait une bonne chose pour essayer de se taper Philadelphie ou Cleveland au premier tour. Moi je pense que Miami a une carte à jouer plus contre ses équipes que contre Boston et Milwaukee, même si aucun adversaire ne sera facile, et retrouver le playoff Jimmy qui sera capable de dominer, d'être excellent, et voilà, celui qui, on se rappelle, l'année dernière il avait montré un niveau complètement dément en playoff. Mais vous êtes que 32% à croire qu'il va répondre à ses attentes. Beaucoup d'entre vous disent que c'est trop tard, disent que son temps est peut-être en train de finir, qu'il a du mal à porter ses... Enfin, vous dites que son supporting cast est pas assez bon, mais aussi que Jimmy Butler a du mal à montrer l'exemple et à les tirer dans son sillage. On voit aussi effectivement que plus le temps passe, plus Miami a pris de retard sur Brooklyn, et plus ce sera difficile pour cette équipe de revenir soit sur Brooklyn, soit sur New York, donc devra potentiellement passer par le play-in, et c'est vrai que si ça passe par le play-in, ça va être très compliqué pour Butler de répondre aux attentes, et c'est pour ça que vous n'êtes que 32% à croire en lui, donc ce n'est toujours pas le joueur pour lequel vous avez le plus d'attentes et donc qui a le plus la pression. Vient ensuite Kyrie Irving. Lui, c'est pareil, vous y croyez assez peu. Enfin non, vous y croyez assez peu, c'est pas vrai. C'est plutôt du 50-50. Parce que vous êtes 48% à croire qu'il va répondre aux attentes, permettre aux Mavericks de faire quelque chose de très bien, leur permettre de faire au moins un deuxième tour et d'afficher un bon visage au deuxième tour. Ce serait ça, répondre aux attentes pour Kyrie Irving. Montrer qu'ils ont eu raison de faire all-in en envoyant Dorian Finney-Smith notamment à Brooklyn pour le récupérer et pour avoir un vrai coéquipier aux côtés de Luka Doncic, un vrai lieutenant, un leader, un autre leader en tout cas et un All-Star. Vous êtes 48% à penser que ça va marcher, donc il y a pas mal d'attentes pour lui, il faut que ça marche, parce que si ça fonctionne pas, c'est ce que je disais, le scénario catastrophe, ce serait une équipe de Dallas qui sort au premier tour ou au deuxième tour en montrant un mauvais visage, un Kyrie qui est pas régulier, qui profite du fait d'être free agent l'année prochaine et qui se barre, et ça ce serait un échec pour tout le monde, et pour Kyrie Irving qui peut-être perdrait une certaine cote et aurait peut-être du mal à trouver le maximum, et pour Dallas qui aurait envoyé beaucoup contre lui. Donc certaines attentes le concernant, on est d'accord sur le fait qu'il doit réussir, mais toujours pas le joueur le plus attendu parce que vous êtes seulement 48% à y croire qui répondra aux attentes. Un autre joueur qui a divisé, qui se classe juste devant Kyrie Irving, c'est Anthony Davis. Lui, c'est pareil, il est attendu fort, mais vous êtes 49% à y croire et donc 51% à ne pas y croire. Donc c'est encore quasiment du moitié-moitié, juste 1% au-dessus de Kyrie. Là, tout le monde semble d'accord sur le fait que Anthony Davis est un excellent joueur et sur le fait que cette année, il retrouve une certaine agressivité. Alors oui, c'est vrai qu'il a fait un mauvais match ce week-end face aux Knicks, mais globalement, ce qu'il montre depuis l'absence de LeBron James, c'est le comportement d'un leader, un comportement combatif, un mec qui se bat, et ça fait plaisir de voir un Anthony Davis agressif, parce qu'on avait perdu cet aspect et cette attitude ces dernières années. Ça, globalement, vous pensez tous qu'il est capable de l'avoir, cette attitude. Par contre, moi je le vois dans le chat, vous êtes tous complètement pessimistes sur sa capacité et sa faculté à rester en bonne santé, et c'est pour ça que vous y croyez pas. Moi je l'ai vu dans le chat, c'était, oui, de toute façon, il va se péter avant les playoffs, de toute façon, la semaine prochaine il est blessé, et c'est vrai qu'il nous a habitués à ça toute sa carrière. Dès qu'on commence à croire en lui, il se pète, et donc c'est en grande partie pour ça que vous n'y croyez pas. Donc comme si la bonne santé de Anthony Davis était déjà enterrée, selon vous. Moi j'espère qu'il va tous vous faire mentir, parce que je peux pas souhaiter à un joueur qui se blesse. Je suis pas forcément un grand fan des Lakers ou de Anthony Davis, mais j'aime quand les joueurs justement arrivent à rester en bonne santé et montrent le niveau qu'ils peuvent avoir quand ils sont enfin à 100%. Donc j'espère moi qu'il va répondre aux attentes, mais c'est pas le joueur qui a le plus d'attentes sur son dos, parce que déjà ça veut dire vous êtes 51% à pas y croire, donc c'est pas le joueur qui a le plus d'attentes sur son dos. Vient ensuite, en deuxième position, Nikola Jokic. Lui, vous êtes 71% à penser qu'il va répondre aux attentes, c'est-à-dire assumer son niveau de double MVP et peut-être triple MVP en playoff, en portant les Nuggets loin. Vous dites que les Nuggets sont un super supporting cast, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vrai All-Star cette année autour de Nikola Jokic. Je sais que DeAndre Jordan a déjà été All-Star, mais le considérer comme un vrai All-Star, c'est quand même compliqué. Mais là, vous pensez que oui, c'est son année ou jamais, mais vous êtes aussi d'accord sur le fait que c'est un des joueurs qui a le plus à perdre. Un joueur qui, comme ça, domine toutes les saisons régulières, je l'ai assez développé tout à l'heure, et n'arrive pas à porter son équipe loin en playoff, et pire, voire régulièrement, quand il a des match-ups compliqués comme DeAndre Ayton ou comme Anthony Davis, quand il voit ses stats diminuer, notamment à la passe, au playmaking, ou même dans l'impact et dans l'adresse, c'est décevant. Ça, il faut l'oublier. Il faut que
Nikola Jokic, en tant que double MVP et peut-être triple MVP, c'est ce que je disais tout à l'heure, domine tout le monde. Quel que soit le joueur qu'il est en face, il faut qu'il domine comme un MVP doit le faire. Et ça, vu que vous êtes 71% à penser qu'il est capable de le faire, ça veut dire que vous l'attendez fort. Et s'il n'est pas capable, ça veut dire qu'il va décevoir beaucoup de monde. Donc effectivement, même s'il n'est pas numéro 1, Nikola Jokic fait partie des joueurs les plus attendus sur cette fin de saison et sur les playoffs. Et enfin, le joueur le plus attendu finalement, c'est Donovan Mitchell, parce que vous êtes 75% à penser qu'il va vraiment réussir pour ces playoffs. Vous êtes persuadé que le Donovan Mitchell, le playoff Donovan Mitchell qu'on a connu en 2020 et même en 2021 va revenir. Le fait que ça y est, au Cavs, il s'est adapté super vite. Alors c'est vrai que vous êtes beaucoup à dire aussi que s'il réussit pas, effectivement, il aura des excuses. Et je vous rejoins quand vous dites ça. C'est vrai que c'est sa première saison à Cleveland et on pourra, bien sûr qu'on pourra dire oui, c'est déjà bien qu'il soit qualifié en playoff. S'ils ont l'avantage du terrain, ce sera bien qu'ils aient l'avantage du terrain. N'empêche que moi, c'est ce que je disais aussi, et vous aviez l'air d'accord avec ça, si on a un Mitchell qui nous refait des playoffs catastrophiques comme l'année dernière, où il tourne à des pourcentages tout pourris, et qu'il est pas beau à voir, et qui nous montre un visage complètement différent de celui de la saison régulière cette saison, ça va être décevant. Moi, j'y crois, je suis comme vous, je pense que Donovan Mitchell va revenir, le playoff Donovan Mitchell qu'on connaît. Cette saison, il a l'air dans ses meilleures dispositions mentales et physiques aussi, athlétiquement, il est au top, on l'a vu, il chambre, il est en confiance, c'est génial, ce qui montre donc qu'il n'y a pas de raison que ça, le connaissant et connaissant le côté compétiteur qu'il a, il n'y a pas de raison que ça n'explose pas encore en playoff. Vous êtes 75% à croire que, qu'il va tout péter en playoff, mais là, ça veut dire que si il nous fait des playoffs catastrophiques, ça veut dire que 75% d'entre vous seraient déçus, et ça donne ça. Donovan Mitchell est donc le joueur pour lequel vous avez le plus d'attentes concernant cette fin de saison, et pour lui, surtout, concernant les playoffs. Voilà pour ce qui est de mes expected players, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Parmi ceux que j'ai cités, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous attendez fort? Ou alors, est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que vous attendez énormément d'un joueur dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir qui a le plus la pression et sur qui repose le plus vos attentes. Pour parier en se faisant kiffer, mais aussi en obtenant tout plein de bonus et en écoutant mes pronostics, je vous le rappelle, le mieux c'est d'aller sur TheBet. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes une vraie Dream Team. Sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui, et je me dois d'être entièrement reconnaissant envers vous. Alors si vous voulez continuer, n'hésitez pas, et si vous voulez rejoindre cette équipe en or, n'hésitez plus non plus. Toutes les infos seront dans la description. À très vite.